Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du thème de la pression. Il y a deux façons d'aborder la pression, d'un point de vue microscopique et d'un point de vue macroscopique. Commençons par le point de vue microscopique. C'est l'agitation moléculaire qui est à l'origine du phénomène de pression. Dans un fluide, liquide ou gaz, des molécules sont en agitation. Elles se déplacent les unes par rapport aux autres et viennent se frapper les unes par rapport aux autres, mais elles viennent aussi frapper la paroi de l'enceinte qui les contient. Lors de ces chocs, il y a apparition de petites forces. Si on vient additionner l'ensemble de toutes ces petites forces, on obtient une force pressante qui est la résultante, c'est-à-dire la somme de toutes ces petites forces, qui est perpendiculaire à l'enceinte de la paroi et orientée vers l'extérieur. On peut visualiser ce phénomène dans le cas d'une pompe. Dans le cas d'une pompe, vous avez le corps de la pompe qui contient un fluide, liquide ou gaz, à plus forte concentration. C'est-à-dire que les chocs des molécules contenues dans la chambre vont être beaucoup plus nombreux sur l'enceinte de la chambre, mais aussi sur le disque à l'extrémité du piston. Et comme on a des chocs plus nombreux, la force pressante est plus importante et le piston est poussé vers l'extérieur de la pompe. D'un point de vue macroscopique, à présent, la pression s'exprime grâce à cette formule. La pression, P, est égale à la force pressante dont on vient de parler, divisée par la surface. La pression s'exprime en pascal, c'est l'unité du système international. La force pressante s'exprime en newton, et la surface en mètres carrés. L'une des valeurs de la pression qu'il faut connaître, c'est la pression atmosphérique. C'est la pression de l'air qui nous entoure. Elle est notée P-atm ou bien P0. Elle varie en fonction de l'altitude et de la météo, et au niveau de la mer, elle vaut en moyenne 101 325 pascal, ce qui vaut 1013,25 hectopascal, et ce qui vaut environ 1 bar. C'est-à-dire que actuellement, autour de nous, la pression de l'air a une valeur de 1 bar. Parlons à présent des unités. L'unité officielle du système international de la pression, c'est le pascal. Un pascal représente un newton qui s'exerce sur une surface de 1 mètre carré. C'est pour ça que 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré est égal à 1 newton fois 1 mètre à la puissance moins 2. Il y a d'autres unités pour la pression. J'ai parlé avant des bars que vous connaissez, mais il y a aussi les torrs et les millimètres mercure du nom du célèbre physicien Torricelli qui a longtemps travaillé sur le sujet et a notamment inventé le baromètre à colonne de mercure. Pour réaliser les conversions, il sera nécessaire de savoir que 1 bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal. Vous pouvez aussi retenir que 1 hectopascal, c'est égal à 100 pascal et que 1 millibar est égal à 100 pascal. Mais l'essentiel est de retenir que 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal. Cela vous permettra de réaliser toutes les conversions nécessaires. Pour réaliser les conversions, il est nécessaire de connaître et d'utiliser le tableau des multiples et des sous-multiples. Ce tableau va par exemple vous aider à faire la conversion entre les pascals et les hectopascals. À la lecture et la connaissance de ce tableau, vous voyez que 1 hectopascal, c'est égal à 10 puissance 2 pascal. À l'inverse, 1 pascal sera égal à 10 puissance moins 2 hectopascal. Mais ce tableau est aussi utile dans la conversion des surfaces, qui est notamment utilisée dans la formule P égale F sur S, où vous allez avoir des surfaces exprimées en mètres carrés, en centimètres carrés et en millimètres carrés. Pour cela, il faut savoir convertir des unités de surface. Donc pour ça, on commence par convertir des unités de longueur. Par exemple, une distance de 1 cm, à l'aide de ce tableau, vous savez que 1 cm fait 10 puissance moins 2 mètres. Si vous voulez obtenir la conversion des centimètres carrés en mètres carrés, il faut penser à un carré de 1 cm fois 1 cm, qui aura donc une surface de 1 cm carré. Donc 1 cm carré fait 1 cm fois 1 cm. Ça fait, à l'aide du tableau, 10 puissance moins 2 mètres fois 10 puissance moins 2 mètres. On utilise le produit sur les puissances de 10. 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance moins 4. Et des mètres fois des mètres, ça fait des mètres carrés. Ce qui fait donc 10 puissance moins 4 mètres carrés. On peut procéder exactement de la même manière pour les volumes. 1 cm3, c'est un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Ce qui fait 1 cm fois 1 cm fois 1 cm, ce qui fait 10 puissance moins 2 mètres fois 10 puissance moins 2 mètres fois 10 puissance moins 2 mètres. Ce qui fait du 10 puissance moins 6 mètres cubes. Une fois que vous avez compris ce calcul, et uniquement une fois que vous l'avez compris, il y a une astuce pour les élèves qui l'ont compris, c'est de simplement effectuer la conversion des distances, c'est-à-dire 1 cm
en mètres, ou alors 1 millimètre en mètres. Et si vous travaillez en surface, c'est-à-dire que vous voulez des centimètres carrés en mètres carrés, vous multipliez en fait la puissance de 10 par 2. C'est-à-dire que 1 cm ça fait 10 puissance moins 2, 1 cm carré ça fera 10 puissance moins 4 mètres carrés. Et lorsqu'on travaille en 3 dimensions, pour un volume, 1 cm cube, ce sera 10 puissance moins 2. Le moins 2 devra être multiplié par 3, ce qui fait 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc par exemple, dans le cas des millimètres, si on a 1 millimètre qui fait 10 puissance moins 3 mètres, 1 millimètre carré, ça va faire du 10 puissance moins 6 mètres carrés, et 1 millimètre cube, ça va faire du 10 puissance moins 9 mètres cubes. On a parlé des unités, mais la physique est avant tout une science d'expérimentation et de mesure, donc parlons des mesures. Il y a deux façons de mesurer une pression, la pression absolue et la pression relative. La pression absolue, c'est la mesure de la pression par rapport au vide, c'est-à-dire qu'on va mesurer la pression dans une enceinte par rapport à la valeur de la pression dans le vide, c'est-à-dire une enceinte où il n'y aura pas de molécules. À l'inverse, la pression relative, elle mesure la pression par rapport à la pression atmosphérique. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un pneu de voiture. Lorsque vous allez gonfler votre pneu de voiture, disons avec une pompe avec un manomètre, à une pression de 1,5 bar. En réalité, la pression que vous mesurez, c'est une pression relative. C'est la pression par rapport à la pression atmosphérique. Car si vous dégonflez votre pneu, le manomètre indiquera 0 bar. Pourtant, le pneu est quand même à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique valant 1 bar, en réalité, la pression absolue dans votre pneu va être la pression atmosphérique plus la pression qui sera indiquée par le manomètre lorsque le pneu est gonflé. Ce qui fait 1 bar plus 1,5 bar, ça fait 2,5 bar. Donc la pression absolue dans votre pneu vaudra 2,5 bar. Tandis que la pression qui était indiquée par le manomètre est une pression relative qui valait 1,5 bar. La loi de l'hydrostatique est la loi qui étudie la variation de la pression dans un choc pesanteur en fonction de la profondeur. Elle est très souvent donnée par la loi P égale Pat plus ρ fois G fois H. P va être la pression en pascal à une certaine profondeur dans un fluide, liquide ou gaz. La pression atmosphérique va être la valeur de la pression à la surface de ce liquide, c'est-à-dire au niveau de la mer. Rho est une lettre grecque qui désigne la masse volumique du fluide en question. Donc dans le cas de l'eau par exemple, Rho vaut 1000 kg par mètre cube. G est l'intensité de pesanteur qui s'exprime en newton par kilogramme et qui vaut 9,81 newton par kilogramme. Et H est la hauteur entre le point où la pression est étudiée et la surface du liquide où on est à la pression atmosphérique et s'exprime en mètres. La loi de l'hydrostatique, dans le cas général, s'exprime à l'aide de 7 formules. Et c'est cette formule qu'il faut retenir. On étudie une variation de pression, ΔP, en fonction d'une variation d'altitude. Cette variation de pression, ici ΔP, peut être exprimée P2 moins P1. C'est la variation de pression entre les points 2 et 1. Et la variation d'altitude ΔH peut être exprimée H2 moins H1. C'est la variation d'altitude entre les points 2 d'altitude H2 et le point 1 d'altitude H1. Donc ΔP égale ρ fois G fois ΔH. Ça c'est le cas général et on peut retrouver ce cas particulier en prenant simplement comme point non pas P1 mais un point P0 à la surface du fluide de façon à avoir la pression atmosphérique pour P1 et va avoir H1 qui vaut 0. On constate grâce à la loi de l'hydrostatique, ΔP égale ρ fois G fois ΔH, que la pression varie en fonction de la profondeur. Et la pression augmente à mesure qu'on descend. Donc on peut retenir comme ordre de grandeur dans l'eau, et j'insiste bien sur dans l'eau, que la pression va augmenter de 1 bar tous les 10 mètres. Donc à 0 mètre, on se trouve à une pression atmosphérique qui vaut 1 bar. En descendant de 10 mètres, on va avoir gagné 1 bar de pression, ce qui donne 2 bars. Si on descend encore de 10 mètres, on arrive donc à 20 mètres, on aura une pression de 3 bars, et ainsi de suite. En TP, on peut vous demander d'étudier la pression en fonction de la profondeur, ce qui revient à étudier la loi de l'hydrostatique. Vous allez obtenir donc un graphique avec, en ordonnée, la pression, ici en hectopascal, et en abscisse, la profondeur, ici en mètres.
vous obtenez une courbe, enfin un nuage de points qui est modélisable par une droite, qui est une fonction affine. Cette fonction affine passe par un point qui a pour ordonnée à l'origine 1025 hectopascales, ce qui est en fait la pression atmosphérique, et qui a une pente qui vaut ρ fois g. Alors, comment expliquer que l'ordonnée à l'origine est égale à la pression atmosphérique et que la pente est égale à ρ fois g? Eh bien, tout simplement par identification dans l'équation de la droite. Ici, vous avez l'équation de la droite qui est f de x égale 87,2x plus 1024. Donc, f de x, c'est quoi? C'est la pression, c'est P. 1024, ça va être la pression atmosphérique. Et x, c'est quoi? C'est la profondeur, notée h en mètres. Donc, on va avoir P égale quelque chose fois h plus P atmosphérique. On retrouve en fait la loi de l'hydrostatique. P égale P atm plus ρ fois g fois h. Et donc, en étudiant la pente de cette droite, avec deux points éloignés, vous pouvez obtenir la valeur de ρ fois g et notamment obtenir la valeur de la masse volumique du fluide étudié. On termine cette vidéo avec l'étude d'un exercice classique. Donc dans cet exercice, on étudie le Nautil, qui est un sous-marin qui plonge à une profondeur de 600 mètres. Et dans la première question, on vous demande de calculer la pression maximale à laquelle il a été soumis. Donc vous savez, grâce à la loi de l'hydrostatique, que la pression augmente avec la profondeur. Donc la pression maximale, ce sera pour ces 6000 mètres de profondeur. Donc pour répondre à la première question, on va utiliser la loi de l'hydrostatique, delta P égale ρ fois G fois delta H, qu'on détaille entre un point à la profondeur maximale, c'est-à-dire 6000 mètres, et un point à la surface de l'eau, à laquelle la pression vaut la pression atmosphérique. Donc on a P max moins P atmosphérique égale ρ fois G fois la profondeur maximale 6000 mètres, moins H0, c'est-à-dire 0, pour la valeur à la surface de l'eau. Et on obtiendra, en passant P atmosphérique de l'autre côté de l'égalité, P max égale P atm plus ρ fois G fois H max moins H0. Dans un second temps, on vous demande de calculer la force pressante qui s'exerce sur un hublot. Et on vous donne la dimension de ce hublot, il a une forme circulaire de 120 mm de diamètre. Pour cela, on va utiliser la formule P égale F sur S. Ce qui nous intéresse, c'est la force pressante, donc F égale P fois S. Et pour ça, il va falloir calculer la surface S. La surface d'un disque de 120 mm de diamètre est donnée par la formule S égale pi fois R carré, qui vaut pi fois D carré sur 4. Vous pouvez au choix soit laisser le diamètre en millimètres et utiliser cette formule et obtenir des millimètres carrés, soit tout de suite utiliser le rayon, ce qui fait 60 mm, et le mètre en mètres, et utiliser cette formule et obtenir le résultat directement en mètres carrés. Ensuite, vous réutilisez cette formule, F égale P fois S avec P, c'est la pression maximale qui a été calculée à la question précédente, et vous obtiendrez votre résultat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile dans l'étude de ce chapitre.